Je vais essayer de parler fort. Oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de micro. Vous m'entendez assez? Ou il faut que je parle plus fort? Là, c'est mieux? Ok, je vais pousser un peu. Alors là, je suis ici aujourd'hui, donc j'ai mon stand qui est sur le salon. Et puis on fait cette conférence aujourd'hui pour parler de deux choses. D'abord, comprendre la transmission du patrimoine, donc comprendre la succession, et aussi l'anticiper. Donc on va regarder différents points de la succession et trois moyens d'anticiper la succession, sachant qu'il peut y en avoir d'autres, mais on va évoquer les principaux. Je ne veux pas vous garder trop longtemps, je sais que j'aime bien parler, mais je ne veux pas quand même monopoliser le temps de parole aujourd'hui. Donc on va commencer sur la compréhension de la succession. Alors d'abord, il faut voir ce que c'est une succession. Une succession, c'est une transmission du patrimoine d'une personne décédée, du défunt, à une ou plusieurs personnes vivantes qui seront donc ses héritiers. Ça peut être des personnes physiques, ça peut être des personnes comme vous et moi, ou des personnes morales comme une association par exemple. Il faut savoir qu'il est possible de léguer certains biens de son patrimoine à une association. Alors on va déjà voir ce que c'est le patrimoine. On entend parler, on sait ce que c'est normalement, mais je vais quand même le redétailler. Il faut savoir que le patrimoine d'une personne correspond à tout ce qu'elle possède, tous les biens matériels, immatériels qu'elle possède. Ça peut être de l'argent, à la fois matériel et immatériel. Ça peut être des objets, des biens meubles, une voiture, une commode, un ordinateur, un téléphone. Et ça peut aussi être des biens immobiliers, donc votre maison, votre appartement, un garage, un box dont vous seriez propriétaire. Donc l'ensemble de ce patrimoine, de ces biens, compose justement le patrimoine. Il est composé donc d'actifs, ce qu'on vient d'évoquer, tous les biens, mais aussi d'un passif. Il ne faut pas oublier que le patrimoine se compose aussi des dettes d'une personne. On peut se retrouver avec un patrimoine donc positif, si l'actif dépasse le passif, ou avec un patrimoine déficitaire, si jamais on a des dettes plus élevées que la valeur du patrimoine. Je prends l'exemple d'une personne qui ne serait pas propriétaire de son logement, qui n'aurait pas de biens de valeur particulière, mais qui aurait souscrit plusieurs crédits à la consommation, par exemple. Dans ce cas-là, on pourrait se retrouver avec un patrimoine déficitaire, les dettes excédant l'actif, excédant les biens de la personne. Généralement, une succession, elle est gérée par un notaire. On verra un peu plus loin que l'appel à un notaire n'est pas obligatoire dans tous les cas. Et ce notaire, il aura un rôle important, notamment pour les héritiers, puisqu'il va leur remettre un certain nombre de documents. De base, la succession, elle est réglée par le Code civil, qui va prévoir de nombreuses dispositions pour protéger, on le verra, les héritiers, donc normalement les enfants, et le conjoint survivant si jamais il y en a un. Donc on va regarder un petit peu ce que prévoit ce Code civil. Et ce qui est prévu par le Code civil, c'est ce qu'on appelle la dévolution légale de la succession. Et on va regarder ça tout de suite en distinguant deux cas. Et je vais essayer d'afficher quelque chose qui n'est pas forcément clair, mais qui va m'aider sur mes propos. Alors, donc, ce que je vous affiche à l'écran, c'est le principe de dévolution légale de la succession, et je vais peut-être me lever pour vous montrer ça. L'idée, c'est de vous montrer comment se passe une succession telle que le prévoit le Code civil aujourd'hui, dans un premier temps, lorsque on n'est pas marié. Peut-être que c'est le cas pour certains d'entre vous, lorsqu'on n'est pas ou plus marié en tout cas. Donc, une personne qui décède va se retrouver ici et aura des héritiers sur 4 ordres. Le premier ordre, c'est les premiers héritiers, ce sont les enfants, puis les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui vont hériter en premier. Et par ordre, donc en premier les enfants, en deuxième les petits-enfants, en troisième les arrière-petits-enfants. Ainsi, si par exemple des enfants étaient décédés mais qu'il y avait des petits-enfants, et bien les petits-enfants viendraient hériter de leurs grands-parents. Si jamais, malheureusement, c'est possible, il n'y a ni enfant, ni petit-enfant, ni arrière-petit-enfant, et bien dans ce cas-là, on va passer ce qu'on appelle aux héritiers de deuxième ordre. Et dans ce cas-là, ce sera les pères et mères, les frères, sœurs, et puis ensuite les neveux et les nièces.
faut savoir, c'est pas forcément quelque chose d'évident, et ça peut aller très très loin, comme vous le voyez sur ce schéma, puisque si jamais il n'y a plus de père et mère, pas de frères et sœurs, ni de neveux et de nièces, dans ce cas-là, on passe au troisième ordre, ce qu'on appelle les ascendants ordinaires, donc les oncles et les tantes et leurs descendants. Ça peut aller très loin, puisqu'ensuite on a le quatrième ordre, tous les autres. Tous les autres, donc là on passe aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, qui peuvent hériter si jamais il n'y a aucun autre héritier de premier, de deuxième ou de troisième ordre. Donc aujourd'hui, la dévolution légale prévue par le Code civil, elle se passe comme ça lorsqu'il n'y a pas de conjoint survivant. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir que ça peut aller très loin. Il faut savoir aussi qu'une personne peut renoncer à une succession. Et si elle y renonce, ça va passer aux héritiers suivants. Donc si par exemple, un enfant qui n'a ni où il n'y a pas d'autres descendants renonce, dans ce cas-là, la succession passera aux parents et aux frères et sœurs. Et ainsi de suite. Si les parents et les frères et sœurs renoncent, ça passera aux oncles et aux tantes et à leurs descendants. Et ainsi de suite. Sachant que si une succession, donc un patrimoine est déficitaire, que les dettes sont supérieures à l'actif, eh bien, si on accepte une succession, on va hériter de dettes. Donc, ça peut être intéressant de renoncer. Et quand on renonce, eh bien, ça passe, comme je le disais, aux héritiers d'ordre suivant. Et donc, il faut renoncer successivement jusqu'à ce qu'il n'y ait potentiellement plus personne qui n'hérite. Et à ce moment-là, c'est l'État qui récupérera les dettes. Voilà. Donc, il faut faire attention. Voilà. Pour les héritiers, en tout cas, il y a un risque, soit en acceptant une succession déficitaire, soit en renonçant, puisqu'on va donner la succession à quelqu'un d'autre. J'ai été assez clair, ça va? Si jamais, et là je passe au chiffre. Oui. Chose. Vous avez marqué, là, il y avait une flèche d'évolution 6 générations. À 6 générations, ça s'arrête. Alors c'est ça, il y a un ordre de succession, donc comme je disais, d'abord les enfants, petits-enfants, d'abord ceux-là, ensuite les en vert, et ensuite les bleus pour les grands-parents et les arrière-grands-parents. Et après, il y a un degré qui se fait, dans chaque ordre. Ce que je disais tout à l'heure, d'abord c'est les enfants. Si, admettons, tous les enfants sont décédés, c'est les petits-enfants. S'il n'y a pas de petits-enfants, c'est les arrière-petits-enfants. Donc, premier degré, deuxième degré, troisième degré. Ça se voit pour le troisième ordre, effectivement, on peut aller jusqu'au sixième degré, l'arrière-petit cousin. Au-delà du sixième degré, par contre, ça s'arrête. Mais ça peut aller très très loin. Arrière-petit cousin, je vous laisse imaginer quand même. Voilà. Oui. C'est pour ça ma question, c'est que je suis sur un cas où apparemment ça va très loin. Et bien dans ce cas-là, il faut faire attention, si la succession est déficitaire, de ne pas accepter les dettes, puisque vous vous retrouverez obligé de payer ces dettes. Dans le premier cas, si un enfant qui refuse sa succession, sa part de succession, est-ce que ses propres enfants peuvent en bénéficier? Exactement. C'est-à-dire que M. X décède, ses enfants en héritent, il y a un des enfants qui renonce à la succession, dans ce cas-là, ça va passer à ses propres enfants. Si la succession est déficitaire, les petits-enfants ont tout intérêt à renoncer également. Si les petits-enfants sont mineurs, c'est les parents qui vont demander l'autorisation pour renoncer à la succession en leur nom. Donc là, il y a un juge qui va intervenir pour contrôler l'intérêt de l'enfant. Voilà, donc j'essaie de passer rapidement parce qu'il y a quand même pas mal de choses à évoquer. Après, je serai sur mon stand, on pourra échanger, vous venez, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir que je parlerai avec vous de ce sujet que j'adore particulièrement. L'autre cas, c'est dans le cas où on a un conjoint survivant. Un schéma compliqué aussi. Un schéma compliqué. Si jamais, je vais prendre le premier, on est marié, un couple est marié, un des deux décède, mais ils ont des enfants en commun. Dans ce cas-là, le patrimoine sera partagé entre le conjoint survivant et les enfants. Voilà. Je ne vais pas évoquer tous les chiffres. Si vous voulez évoquer des cas particuliers, on se reverra plus tard pour qu'on parle de chiffres de quote-part qui revient à chacun, mais le principe est comme ça. Si par contre, il n'y a pas d'enfant, comme ce schéma-là, dans ce cas-là, une grosse partie revient au conjoint survivant et le reste revient aux parents de la personne décédée. Ça se passe comme ça se passe pas toujours bien, mais en tout cas, le principe est le suivant, et il faut être
prudent, quand on parle de conjoint survivant, on parle uniquement de mariage. Le Pacs ne fait pas valoir les mêmes droits qu'un conjoint, que deux époux en fait. Quand on est pacsé, pour pouvoir hériter de son conjoint, il faut le prévoir par testament. S'il n'y a pas de testament, le partenaire de Pacs n'est pas héritier. Il faut le savoir. Et non seulement il n'est pas héritier, mais en plus, s'il hérite de quelque chose, il va devoir payer des droits de succession comme si c'était un tiers à la famille. Entre 45 et 55%. Le droit de succession, sur le montant du patrimoine. Dernière précision sur la dévolution légale, c'est l'ouverture de la succession. Il faut savoir que pour qu'une succession s'ouvre, il n'y a pas de démarche à faire. Elle est automatique dès le décès de la personne. C'est-à-dire qu'une personne décède, sa succession s'ouvre à l'instant T. Il n'y a pas de démarche positive à faire. Ce n'est pas vous qui ouvrez la succession en tant qu'héritier. La succession s'ouvre toute seule. Vous avez des démarches à faire, mais pas ouvrir la succession. Au contraire, il faut plutôt la fermer, la succession. Elle s'ouvre toute seule et après, c'est à vous de la clôturer avec un notaire ou sans. Comment faire un testament? Je vais venir sur le testament. Le testament, c'est sur l'anticipation. Alors justement, le notaire. Alors, je vais enlever ça. Hop, voilà. Sur le rôle du notaire, il faut savoir qu'il va gérer quand même pas mal de choses pour vous, si jamais vous faites appel à lui. Évidemment, ça engendrera des frais, forcément, des émoluments du notaire. Ce qui est normal, il est rémunéré pour le travail qu'il accomplira, sachant que sa rémunération dépendra du montant de l'actif brut de la succession. Tout à l'heure, on parlait d'arrière-petits-cousins, d'oncles, de tantes, d'héritiers assez lointains. Le notaire peut se charger, grâce à l'aide d'un généalogiste, de retrouver des héritiers si jamais aucun héritier ne se manifeste. Donc il se peut qu'un jour vous soyez contacté par un généalogiste qui vous dise je suis chargé par maître un tel de retrouver des héritiers, vous êtes parmi les héritiers, est-ce que vous voulez ou non que je me charge de transmettre vos coordonnées au notaire pour que vous soyez héritier de cette succession? Ça peut arriver. Nous, on a des personnes qui viennent nous voir et qui se trouvent dans cette situation. Il faut savoir, donc, je disais que le notaire n'est pas obligatoire dans tous les cas. De base, il n'est pas obligatoire, sauf dans 3 cas. Si le patrimoine excède 5 000 €, c'est pas très élevé, en fait, dans ce cas-là, il sera obligatoire pour dresser notamment un acte de notoriété qui prouvera la qualité d'héritier de la personne. Deuxième cas, c'est si la succession comporte des biens immobiliers. Forcément, dès qu'on parle d'immobilier, le notaire intervient, au moins pour l'inscription sur le service des hypothèques. Et troisième cas, c'est s'il y a un testament ou une donation au dernier vivant. Dans ce cas-là, le notaire interviendra pour régler la succession selon les volontés prévues par le testament ou la donation. Ça va, j'ai été assez clair là-dessus? Oui. C'est que la succession s'ouvre toute seule. C'est l'organisme bancaire qui fait le... Comment ça se passe en fait? Non, en fait, la succession, le Code civil prévoit que la succession s'ouvre par le décès de la personne. Alors, l'ouverture de la succession, c'est pas une démarche. C'est automatique. Voilà, ça s'ouvre. Et après, de ce que je disais là juste avant, le notaire va par exemple vous donner un acte de notoriété pour prouver que vous êtes héritier. Et après, c'est aux héritiers d'aller auprès des banques, par exemple, ou des assurances pour les assurances-vie, pour faire valoir ses droits en tant qu'héritier. Et il prouve sa qualité grâce à l'acte de notoriété délivré par le notaire. Alors, dans le cas où on a plusieurs héritiers, et on a un bien immobilier, il peut arriver qu'on se retrouve dans un cas où il y a une indivision successorale. C'est-à-dire que les cohéritiers vont avoir une quote-part du bien immobilier et ils seront donc propriétaires indivis. Ils auront une part indivise. Un exemple classique, quelqu'un qui décède qui a une maison, il a 3 enfants, et bien ils auront chacun un tiers de la maison. Donc ils seront dans un régime d'indivision, un peu comme la succession. Et bien l'indivision elle est régie par le Code civil, ce qui permet de ne pas avoir à faire de démarches particulières pour cette indivision, mais qui est quand même un régime protecteur dans la mesure où tous les indivisaires auront le même droit. Ils auront les mêmes droits. S'ils ont chacun un tiers de la maison, et bien ils auront chacun un tiers on va dire de droit de vote en quelque sorte pour savoir quoi faire de ce bien immobilier. Est-ce qu'on le loue? Est-ce qu'on le vend? Est-ce qu'on le conserve?
donc ce dispositif, il ne lésera personne et il peut être aussi régi de manière différente. C'est-à-dire que les héritiers pourront prévoir par exemple une convention d'indivision qui permettra de régir leurs relations pour éventuellement faciliter les démarches en cas de problème. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un problème dans une indivision, il faudra saisir le juge pour sortir de l'indivision, éventuellement procéder à la vente du bien. C'est pour ça que ça peut être intéressant, et on va y venir très bientôt, d'anticiper sa succession pour éviter qu'il y ait des conflits entre les héritiers qui vont parfois ne pas être d'accord sur le prix d'un bien immobilier ou sur l'identité de l'acheteur. Et ça peut entraîner des conflits qui vont entraîner une saisine du juge et parfois des conflits qui vont durer 2 ou 3 ans. Alors, c'est le juge des affaires familiales qui est compétent en matière de succession. Quoi qu'il en soit, en matière de succession, l'avocat sera obligatoire. Donc les héritiers devront faire appel à un avocat pour entamer la démarche. Alors, il y a des cas, heureusement, où la loi prévoit que si des héritiers qui possèdent au moins 2/3 des droits sur un bien peuvent agir et forcer, on va dire, le tiers restant à la vente, par exemple. Il y a quand même des dispositifs qui sont mis en place pour éviter le blocage et éviter le recours au juge. Mais quand un héritier, un ou plusieurs d'ailleurs, refuse vraiment toute proposition de leurs frères et sœurs, bien souvent, ou en tout cas des co-héritiers, on arrive à une situation de blocage qui sera débloquée par le juge des affaires familiales. Alors, 2 derniers points rapidement avant que j'aborde l'anticipation de la transmission du patrimoine, c'est le coût de cette transmission. Je parlais tout à l'heure des émoluments du notaire, donc effectivement c'est calculé sur une quote-part de l'actif brut de la succession. J'ai plus les chiffres en tête puisqu'ils évoluent très régulièrement. On pourrait regarder si jamais vous êtes intéressé, venez me voir, je viendrai tout à l'heure. Mais ça peut être quand même des frais importants. L'avantage, c'est qu'en général, il n'y a pas d'avance, le notaire se servant sur la succession. Au moment du règlement de la succession, ou alors pendant que la succession est ouverte. Il faut quand même faire attention, parce qu'en plus des émoluments du notaire qui vont être obligatoires si le notaire est saisi, on va avoir l'aspect fiscal de la succession, avec les fameux droits de succession qui sont applicables. Alors, c'est pareil, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais si vous voulez les connaître, on regardera tout à l'heure. Le montant de l'imposition sera différent en fonction de la qualité de l'héritier. Si c'est un enfant, le barème d'imposition sera plus faible. Un petit enfant, le barème d'imposition sera un peu plus élevé. Si c'est un cousin éloigné, le barème sera très élevé. Sachant que chacun des membres de la famille bénéficie d'un abattement sur la valeur du patrimoine. Vous en avez peut-être entendu parler lors de la campagne présidentielle. On parlait de revaloriser l'abattement au bénéfice des enfants. Je ne sais pas si vous l'avez entendu peut-être. Voilà. Aujourd'hui, les enfants ils bénéficient d'un abattement de 100 000 € sur le patrimoine dont ils bénéficient. Peut-être que cet abattement sera revalorisé à 150 000 € prochainement, ce qui permet, quand on hérite par exemple d'une maison de 200 000 €, eh bien aujourd'hui on déduit 100 000 € sur le prix de la maison et on paiera des droits de succession que sur les 100 000 € restants. Donc ça peut quand même diminuer grandement les droits de succession, sachant que, je le précise, les conjoints, donc les époux, épouses, et les partenaires de Pacs qui sont visés par un testament ne sont pas concernés par les droits de succession. Les droits de succession s'annulent entre conjoints. C'est bon, j'ai été clair aussi? Tant mieux. Alors, dernière chose, justement, ce conjoint survivant, donc, qui va hériter, hein, comme on l'a vu, avec la dévolution légale, il a également 2 autres droits. Le droit temporaire au logement, donc dans un cas où on va avoir un couple avec 2 enfants et un des membres du couple qui décède, le conjoint survivant bénéficiera du logement, s'ils sont propriétaires, pendant 1 an, même si les enfants sont propriétaires. C'est-à-dire que pendant cette année-là, même si le conjoint survivant reste dans la maison, les enfants ne peuvent rien demander. Je vous vois interrogateur. Alors, vous vous dites, mais c'est ma maison, pourquoi je paierais quelque chose à mes enfants?
Bien d'accord. En fait, le principe, c'est que le conjoint survivant, il a une option. Soit il va hériter d'un quart du patrimoine de son conjoint décédé, soit il va hériter de 100% en usufruit. S'il hérite de 100% en usufruit, la question se pose pas du droit au logement. En tant qu'usufruitier, il peut s'en servir jusqu'à sa mort. Par contre, s'il opte pour le quart en pleine propriété, dans ce cas-là, ça veut dire que les enfants vont hériter des 3 quarts. Et donc, les enfants auront, on va dire, une majorité qualifiée et pourront exercer un droit sur le bien immobilier en question. On a voulu, enfin le Code civil en tout cas veut protéger le conjoint pendant au moins 1 an qui va suivre le décès pour éviter que ce conjoint se fasse mettre dehors par ses enfants. Ce qui peut arriver en cas de conflits familiaux, ça s'est déjà vu. Heureusement, on va y venir après, grâce à l'anticipation de la transmission, on peut éviter ce problème, ou alors on prend l'option du 100% en usufruit, ce qui protège le conjoint survivant, qui peut utiliser tout le patrimoine de son conjoint décédé jusqu'à sa propre mort. Alors attention, quand on est usufruitier, on ne peut pas vendre un bien. On ne peut pas le donner, on peut s'en servir, on peut le louer, mais on ne peut pas s'en séparer. Ou alors on peut, mais avec l'accord des héritiers, des enfants. Deuxième droit que va avoir le conjoint, c'est un droit viager sur les biens qui composent le logement. Donc dans ce cas-là, tous les biens composant la résidence principale des époux seront attribués au conjoint survivant qui pourra bénéficier de tout ce patrimoine jusqu'à sa mort. Vous me dites, c'est normal, oui, mais il faut quand même le prévoir quelque part dans un texte. Donc je le mentionne aujourd'hui. C'est assez clair, c'est un peu moins obscur maintenant que j'ai expliqué. Monsieur, c'est bon, je vois que vous étiez interrogateur tout à l'heure. Alors, je vais évoquer du coup la préparation de sa propre succession ou l'anticipation de la transmission du patrimoine. On va voir assez rapidement 3 dispositifs. Le premier étant le plus connu, je pense que vous le savez, le testament. Je l'ai évoqué tout à l'heure pour le partenaire de Pax. Je vais évoquer maintenant tout ce qui est possible de faire grâce au testament. Alors d'abord, il faut voir ce qui est possible de faire. La première chose, c'est léguer, transmettre des biens à ses héritiers. Donc les biens en question, on les appellera des legs dans cette configuration. Et les héritiers seront des légataires, donc qui bénéficient de ces legs. Le testament peut aussi vous permettre de désigner une personne qui sera chargée de faire exécuter vos dernières volontés. Et on parle alors d'exécuteur testamentaire. C'est une personne de confiance. C'est une personne de confiance que vous allez nommer. C'est une personne de confiance que vous allez nommer et qui sera chargée d'exécuter toutes vos dernières volontés. Et surtout pour les faire respecter. Par ailleurs, encore 2 choses sur le testament. Il vous permet de prévoir d'autres choses, comme vos souhaits concernant votre corps, par exemple, tout ce qui concerne des dons d'organes, ou les modalités des funérailles, ou des crémations éventuellement. Vous pouvez prévoir tout ça dans un testament. Outre l'évoquer avec des enfants, un conjoint, un proche, vous pouvez aussi l'indiquer dans votre testament afin que ça soit respecté et que le notaire, ou en tout cas que l'exécuteur testamentaire, veille au respect de vos dernières volontés. Enfin, dernière chose, c'est un peu plus rare, mais dans un testament, on peut aussi, si on le souhaite, reconnaître un enfant ou alors désigner un tuteur si jamais on a des enfants qui sont mineurs. Donc on part un peu sur l'idée de l'exécuteur testamentaire, sauf que cette fois, vous allez, grâce au testament, émettre des droits auprès de vos enfants. C'est quelque chose qui est assez rare, mais qui est possible. Alors ce testament, comment on le fait? On a 2 modalités principales. La première, c'est ce qu'on appelle le testament holographe, donc qui est rédigé de votre main et qui peut être conservé par vous-même ou par un proche, peu importe, chez vous, ou alors qui peut être conservé par un notaire. Donc vous pouvez très bien faire un testament holographe, manuscrit,
et l'enregistrer chez le notaire. C'est tout à fait possible. Deuxième possibilité, c'est le testament authentique, donc qui sera à ce moment-là intégralement rédigé et enregistré par le notaire. Pour le premier, le testament holographe, il faudra quand même respecter quelques conditions, à savoir qu'il soit rédigé exclusivement à la main, pas de rédaction à la machine à écrire, à l'ordinateur, c'est manuscrit. Il devra être daté et signé et comporter vos noms et prénoms. Et après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et si vous le souhaitez, vous le faites enregistrer chez un notaire qui l'inscrira alors sur le fichier central des dispositions de dernière volonté. Donc, c'est un fichier national accessible par tous les notaires pour vérifier qu'une personne a fait valoir des dernières volontés sur un testament. Et c'est payant, évidemment. On retrouve nos fameux émoluments du notaire. Ce n'est pas gratuit. Le testament authentique, lui, sera donc rédigé par le notaire en présence de 2 témoins et enregistré ensuite, sachant que c'est à vous de dicter vos volontés au notaire en présence des 2 témoins. Petit détail de forme sur l'enregistrement d'un testament authentique. J'ai été clair sur le testament? Alors je passe à une deuxième possibilité qui est de plus en plus courante, c'est la donation au dernier vivant. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, donation entre époux au dernier vivant, qui permet à l'époux d'avoir une 3e option. Tout à l'heure, je parlais de l'option d'un quart du patrimoine ou de 100% en usufruit. Eh bien, la donation au dernier vivant permet de bénéficier d'une option un peu mixte, c'est-à-dire que le conjoint survivant récupérera la quotité disponible, donc un quart ou un tiers de la succession, plus le restant, 3 quarts ou 2 tiers, en pleine propriété. En usufruit, autant pour moi. Je me motive. Donc 1 quart en pleine propriété, 3 quarts en usufruit, ce qui permet de le protéger entièrement. Il bénéficie d'un patrimoine propre et de l'usufruit de tout le reste. Il peut donc conserver l'ensemble des biens que possédaient les époux. Il peut s'en servir. Et il ne peut pas forcément les vendre puisque les enfants seront quand même nus propriétaires du 3 quarts du patrimoine et auront donc leur mot à dire pour la vente ou la donation du patrimoine dont ils seront en partie propriétaires. Alors, c'est quelque chose d'intéressant, notamment pour les couples qui forment une famille recomposée. C'est intéressant lorsque au moins l'un des membres du couple a un enfant d'une première union, puis qu'après ils ont des enfants d'une deuxième union. Ça permet de conférer des droits à tous les enfants, mais aussi de protéger le conjoint pour qu'il ne se fasse pas mettre dehors par exemple l'enfant de son époux décédé. C'est une anticipation qui va conférer plus de droits au conjoint. A l'inverse, et je vais terminer là-dessus, on a les donations qu'on peut effectuer au profit de membres de sa famille ou d'autres personnes, mais on a surtout quelque chose d'intéressant, c'est la donation partage, qui est une sorte d'avance sur votre succession. C'est-à-dire que vous allez anticiper le partage qu'il y aura au jour de votre décès et vous dire, eh bien, je vais faire une donation au profit de tel enfant ou tel petit enfant en anticipation de ses droits dans la succession. Alors cette fois, au lieu de conférer des droits supplémentaires à un conjoint, on va conférer des droits par avance à un héritier, un enfant ou un petit enfant, ou quelqu'un d'autre si jamais il n'y a ni enfant ni petit enfant. L'avantage, c'est qu'avec ces donations partage, vous pouvez conserver par exemple l'usufruit de tout votre patrimoine, mais donner la nue propriété à quelqu'un d'autre. Ça vous permet de conserver votre logement, de pouvoir vous en servir, de pouvoir le louer, de conserver tout votre patrimoine et en même temps de conférer des droits soit en nue propriété, soit en avance de succession à vos enfants ou à quelqu'un d'autre. Bon, quoi qu'il en soit, si vous avez des questions sur la succession, alors moi je suis tout seul aujourd'hui, mais j'ai 2 collègues qui sont en déplacement mais qui peuvent vous répondre. Nous on est présents à la Maison de la Justice et du Droit de Bourg-en-Bresse et on intervient une fois par mois, pas sur Villars-les-Dombes mais à Châtillon-sur-Chalaronne. Voilà. Et on a aussi des notaires qui peuvent vous répondre gratuitement dans nos locaux à Bourg-en-Bresse si jamais vous avez des questions un peu plus pointues sur le règlement ou l'anticipation de cette succession. Oui. Excusez-moi, il faudrait bien préciser aux gens qui font une donation
que cette donation n'est valable que 15 ans. Au bout de 15 ans, Alors sur la fiscalité, effectivement, je parlais d'abattement tout à l'heure de 100 000 € pour les enfants. L'abattement, il est renouvelable tous les 15 ans. Je prends l'exemple, quelqu'un qui a 40 ans qui fait une donation de 50 000 €, il n'y a aucun problème. Eh bien, on est toujours en dessous des 100 000 €, donc il n'y a pas de droit de succession. Fiscalement, ça ne coûte rien. Eh bien, 15 ans après, on réactive les 100 000 €. Et tous les 15 ans, donc, un enfant a 100 000 € d'abattement. oui. Oui. Mais on est taxé si on décède, si on a fait la donation, mettons, en 2022 et qu'on décède en 2023. L'abattement ne s'applique pas. Voilà. Je prends l'exemple, admettons, vous avez une maison, vous en faites donation qui vaut 200 000 €, vous en faites, non, qui vaut, allez, 120 000 €, vous faites une donation à un de vos enfants, donc il bénéficie de 100 000 € d'abattement. Il reste que 20 000 € sur lesquels on va appliquer les droits de succession. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ça va être autour des 10%. Par contre, si vous venez à décéder 2 ans après, effectivement, il n'y a plus d'abattement de 100 000 € puisqu'il ne se sera pas écoulé 15 années entre la dernière succession et le décès. Donc, si jamais il hérite d'une autre maison ou d'une voiture qui vaut 50 000 €, dans ce cas-là, il sera imposé sur le patrimoine sans nouvel abattement. Si la personne qui bénéficie de la succession, voilà, doit payer des impôts sur la succession, mais si elle n'a pas les moyens de les payer, Il faut trouver les moyens. Et c'est comme ça qu'en général, on se retrouve avec des ventes immobilières, effectivement, pour payer les droits de succession. Oui. Ou alors demander 1 an à 1% aux impôts. On peut, alors il y a cette solution, et parfois il y a aussi admettons, quelqu'un décède à 2 enfants, il y a un enfant qui n'a pas l'argent pour payer les droits de succession, qui veut vendre sa part, il peut très bien ne vendre que sa part et pas vendre l'intégralité de la maison. Et il peut vendre la part à son frère ou à sa sœur, qui sera alors à ce moment-là propriétaire à 100%, qui fera ce qu'il ou ce qu'elle veut de la maison, ou alors vendre à quelqu'un d'autre, qui se dit, tiens, je vais acheter une moitié de maison. C'est possible. On peut. On peut rester, je parlais de l'indivision tout à l'heure, on peut rester dans le régime d'indivision à 2, 3, 4, à 10 même. On peut louer le bien et récupérer sa quote-part des loyers. Pourquoi pas? Oui, mais il faut que la succession soit faite dans les 6 mois qui suivent. Alors, effectivement, la déclaration de succession doit être effectuée dans les 6 mois qui suivent le décès. Je ne suis pas allé aussi loin. On y vient. Dans les 6 mois qui suivent le décès, au-delà de ce délai de 6 mois, on a effectivement des pénalités fiscales qui s'appliquent. Alors rassurez-vous, quand c'est un notaire qui s'occupe de la succession, on excède bien souvent le délai de 6 mois. Heureusement, quand un notaire... Voilà, quand c'est un notaire qui est en charge de la succession, les impôts sont un peu plus souples. Ils connaissent les délais de démarche des notaires. En général, soit les pénalités sont absorbées par le notaire, soit elles ne sont pas appliquées. Mais effectivement, la déclaration de succession doit être faite dans les 6 mois qui suivent le décès. Ça sent comme le détail des événements du notaire, c'est très facile à lire. Ça doit être mis dedans et vous ne voyez rien. Alors, si jamais vous avez des questions sur la déclaration de succession, puisqu'elle va comporter l'intégralité de l'actif et du passif, l'intégralité de l'actif et du passif de la personne décédée, soit vous venez à une permanence de notaire qui va vous expliquer, soit vous venez nous voir, nous, on regarde votre déclaration de succession et on vous dit, on peut vous aider à comprendre ce qui revient à chaque héritier, ce qui devrait être versé au notaire. Ça, on peut vous l'expliquer, ça. Donc on peut lire les actes notariés. Pas les rédiger, mais les lire. Et vous les expliquer. Oui. Oui, car depuis Hollande, on est revenu à 15 ans. Avant, avec Sarkozy, c'était 6 ans. 10 ans. 10 ans. Et 10 ans. alors après, voilà. Puis maintenant, chaque président... On est 15 ans, avec peut-être une succession à 150 000. Voilà. Il y a eu des évolutions en fonction des politiques publiques qui ont été menées. Effectivement, le président Sarkozy avait diminué l'abattement qui était d'un tout petit peu plus de 154 000 € avant 2012, qui a été ramené à 100 000 € et qui sera peut-être réaugmenté à 150 000 € dans les mois ou les années à venir. Il ne faut pas mourir en ce moment.
Bah écoutez, si vous avez des questions plus précises, après, n'hésitez pas à venir me voir. Je suis le 3e stand en partant du bout là-bas, donc vous me verrez. Je resterai debout pour qu'on me voit, venez me voir et puis je répondrai à toutes vos questions, il n'y a aucun problème. Si, voilà, pas de question. J'étais jusqu'à la voiture, Ah, j'ai ouais. trouvé Oui, c'est vrai, je vous disais, entre conjoints, enfin là, c'est marié, c'était il y a 25 ans, on va partir. Mais entre conjoints, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de... C'est comme si on avait un abattement illimité, si vous voulez. Mais pourtant, tout à l'heure, on disait qu'il fallait prendre soit l'usufruit, soit la nue propriété, soit... Alors ça, c'est la propriété dont bénéficiera le conjoint. C'est pas la valeur qu'il va payer en droit de succession, c'est ce dont il bénéficiera. Il peut bénéficier de tout un patrimoine en usufruit sans payer de succession, de droit de succession, ou d'un quart ou de la moitié du patrimoine, ce serait pareil. Ça ne change rien. Peu importe l'option exercée par le conjoint, il n'y aura pas de droit de succession pour le conjoint. Il y en aura pour les enfants, si jamais l'actif excède l'abattement de 100 000 €, mais par contre, il n'y en aura pas pour le conjoint. Mais le conjoint est héritier, mais jusqu'à 100 000 €. Ah non, il est héritier quoi qu'il en soit. C'est juste. Non, non. Les 100 000 € c'est que pour les enfants. À titre d'exemple, l'abattement pour les petits-enfants, c'est un peu plus de 1 500 €. Voilà. Non, mais si c'est un petit enfant qui hérite en lieu du parent qui est décédé... Bénéficie des 100 000 €, tout à fait, puisque le petit enfant représente l'enfant. C'est un principe de représentation. Oui. Il faut préciser aussi que quand on fait une donation à ses petits-enfants ou à enfants, on a une exonération de frais. Oui, Jusqu'à alors, je ne sais plus combien. il y a C'est le effectivement notaire qui ce voit. qu'on appelle la donation Sarkozy, ce qui correspond aux donations. Il y a beaucoup de dispositifs. C'est une donation d'argent interne à la famille, pour les enfants, pour les petits-enfants. Et dans ce cas-là, alors j'ai plus le montant exact, je crois que c'est 36 000, 34 ou 36 000 €. Je sais qu'il y a une somme où on n'est pas taxé, la personne qui donne n'est pas taxée. C'est un peu plus de 30 000 €, effectivement, j'ai plus le chiffre exact parce que c'est à l'euro. 34 000 pour le liquide et 100 et quelques mille pour les biens immobiliers. Voilà, pour l'enfant, les 100 000 €. Pour le petit enfant, c'est 1 500 €. Je sais pas. Mais il y a effectivement. Je peux poser une C'est question. les notaires qui s'occupent de ça, de faire Et le... si on veut faire une transmission à une personne qui n'a pas de lien de sang? Eh ben dans ce cas-là, c'est imposé plein but, et si je dis pas de bêtises, alors, on peut. Je crois que c'est soit 45 et 55, soit 55 et 60. 55 et 60, je crois. 60 pour les petits-enfants. Alors, vous ajoutez les pourcentages? Non, c'est en dessous d'un certain montant. Par c'est exemple, on va dire 100 000 €. Sur 100 000 €, combien touchera la personne? J'ai plus les barèmes. Si vous voulez, on regarde tout à l'heure, j'ai plus les barèmes en tête. Je tente 15. On ira, on regardera. Mais oui, il y a alors les frais sont exorbitants pour un tiers. Ça. Moi, je voudrais faire hériter une personne, justement tiers. Pas de. Et ben, dans ce cas-là, ce sera des droits de succession au plein pot à plus de 50%. Déjà un frère, les frères, c'est 45%. Alors, vous voyez, hein. Oui. Après, entre un frère et un tiers, la différence n'est pas énorme. Non, il doit y avoir que 10. C'est à 5 ou 10% près, c'est la même chose. Je joue 15. Très bien, mais écoutez, on va s'arrêter là parce que je vais laisser la place, je crois qu'il y a une conférence à 15h. Moi en tout cas, je vous accueille avec plaisir. Donc, si vous avez des questions un peu plus personnelles, vous venez me voir et puis on regarde ça tout de suite. À Châtillon, donc, c'est une fois par mois. Comment ça? À Châtillon, il y a une permanence. Une fois par mois, oui. Oui, c'est... Non, non, j'ai pas dit qu'il y en aura bientôt une Nabila. J'ai dit que monsieur le maire, j'ai passé tout à l'heure et qu'il en voulait une Nabila.